Salut, tu vas bien? Attends, j'enlève ma veste parce que il fait un peu chaud ici avec le feu de bois. Il est vraiment sympa ce petit bar. Écoute, c'était une bonne idée de m'inviter ici. La déco est un peu spéciale par contre. Hein. Oh, le micro, le micro, bah ça fait partie du décor. Hein. C'est un bar jazz, donc le micro, ça rappelle les jazzmen qui peuvent chanter. En plus, ça me permet de casser le quatrième mur. Je me suis dit que j'allais t'inviter ici parce que ça allait changer un petit peu de d'habitude. On va pouvoir un peu se poser, être un peu plus calme et pouvoir discuter. Attends, je vais prendre un verre. Garçon, je vais prendre un iced tea, s'il vous plaît. Merci. Toi, tu prends quoi? Bah écoute, pour moi, YouTube, il y a deux aspects distincts. Il y a quand moi, je suis devant l'écran, quand moi, je suis le public. Et là, écoute, j'aime beaucoup de choses sur YouTube. Je regarde pas mal de tutos, bien sûr, sur comment faire des fermes dans Minecraft, ou même encore comment foncer une cheville dans un mur, histoire d'y accrocher une vis et d'y mettre un cadre, par exemple. J'ai pas mal de créateurs que j'aime beaucoup. Dans les créateurs les plus connus que j'apprécie le plus depuis très longtemps, il y a le joueur du grenier. Le joueur de grenier qui, je trouve, a réussi à tenir une espèce de consistance sur la durée. Il a réussi à créer toujours un peu le même type de contenu qu'il a réussi à faire évoluer. Il a fait évoluer son personnage aussi, lui-même en tant que personne a beaucoup changé. C'était vraiment sympa de voir son évolution à travers le temps. J'aime aussi Bob Lennon. Bob Lennon qui est resté très fidèle à lui-même. Il est resté très Bob Lennonesque, le roi Lennon. C'est vraiment deux youtubeurs que j'apprécie beaucoup et j'aime juste partager un peu de mon temps avec eux, même si bon, c'est un peu compliqué à dire qu'on partage du temps avec des youtubeurs quand ils pensent. Parce que, bon, nous, on les observe au jour le jour, mais bon, comme eux ne nous connaissent pas vraiment, c'est un peu une relation à sens unique, si tu veux. Puis, bon, deuxième aspect, c'est quand moi, je suis derrière la caméra. Bah, maintenant que la chaîne a un an sur YouTube, je peux dire que je suis un petit peu un youtubeur aussi, maintenant. Et ce que j'aime sur YouTube, c'est les interactions. J'ai beaucoup plus de commentaires qu'au début de la chaîne. Je veux dire qu'au début, je faisais une vidéo, ça me prenait pas tant de temps que ça. J'avais pas du très bon matériel. J'étais avec mon petit casque. J'avais un seul écran. J'avais le son qui sortait avec une seule oreille. Je savais à peine utiliser OBS. J'avais très peu de commentaires sur les vidéos, puis je me suis amélioré en montage, j'ai essayé de fournir des choses de plus grande qualité, et vraiment ce qui m'a le plus, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours, commencer à avoir des likes, commencer à avoir des commentaires sur mes vidéos, pouvoir commencer à répondre et qu'on me dise « Ah, non, j'ai des messages du style « Ah, t'es mon youtubeur préféré » ou encore « J'ai fait une VOD de ta vidéo, de ton live, j'ai pris une partie du live et j'en ai fait un best-of ». Ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait, ça prouve que ce que je fais sur Internet, ça a un impact aussi sur le public. Le public apprécie ce que je fais. Je fais pas ça dans le vide, je fais pas ça pour rien. Et ça, c'est vraiment ce que je kiffe le plus sur YouTube. Santé, hein? Alors, mon jeu vidéo préféré. Bah, mon jeu vidéo préféré, si on regarde en termes d'heures, bah, c'est Minecraft, hein, on va pas se le cacher, j'ai beaucoup d'heures sur Minecraft. Minecraft, c'est le bac à sable par excellence. C'est simple, tu peux construire tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. C'est un jeu qui est à la fois créatif et en plus c'est du technique. Je veux dire, il y a la redstone c'est fantastique hein, quand tu t'y mets un petit peu. Tu peux vraiment faire des choses incroyables sur la redstone et tu peux détourner les lois du monde pour en faire autre chose. Comme ça, tu peux créer des fermes. En fait, les fermes, ça n'a aucun sens dans le vrai monde de Minecraft. Hein, quand tu y penses en vérité, imagine, c'est comme si tu construis dans ton jardin une tour énorme et ta tour énorme tombe de l'argent à l'infini. Ce serait génial. C'est totalement irréalisable. Sinon, quand je joue solo, parce que Minecraft, c'est principalement pour moi un jeu multiplayer, je joue très peu Minecraft solo. J'ai joué pendant une période, mais maintenant, je joue toujours avec des gens. Mais quand je joue en solo, je joue beaucoup à des jeux de gestion. Donc, Frostpunk, par exemple. Stellaris, qui est le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures en solo. Tropico qui est extrêmement drôle. Warhammer Total War. C'est des jeux que j'adore. J'aimerais bien les faire un jour sur la chaîne en aspect narratif, mais j'ai déjà Subnautica à terminer. Sinon, c'est vrai que je suis
suis très très jeu de survie. Hein. Subnautica, The Forest, tout ça, c'est des excellents jeux. Je fais pas mal de jeux d'horreur ces temps-ci, et c'est sympa, hein, c'est vrai, mais c'est plus quelque chose qu'on m'a demandé de faire, donc je le fais aussi pour faire plaisir, mais c'est vrai que je m'amuse bien, et puis l'équipe apprécie aussi les jeux d'horreur, donc j'apprécie aussi. Pourquoi est-ce que je suis devenu prof? Ben écoute, disons que c'est une longue histoire. Quand j'étais adolescent, j'étais animateur dans une plaine de jeux. Et je m'occupais des petits et des adolescents bien plus tard. Et ça m'a donné le goût de travailler avec des jeunes. Le truc, c'est que j'aimais aussi pas mal les sciences. Et quand j'étais jeune, il y avait cette émission qui s'appelait C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. J'adorais Fred et Jamy, c'était vraiment génial, ça passait mes après-midi. J'ai appris beaucoup de choses sur la science et je me suis beaucoup intéressé à la science. Et du coup, ben, si on mélange le fait de pouvoir travailler avec des jeunes, plus encore faire de la science et qu'on les met ensemble, ben, t'as prof de science. Donc, je m'étais dit, prof de science, c'est bien. Donc, je suis d'abord allé à l'université. Ça s'est pas très bien passé à l'université. L'université, c'est un endroit qui est assez demandant en temps et en ressources. C'est un endroit où on cote plutôt la mémoire qu'autre chose, que la réflexion en elle-même. Et au niveau de la mémoire pure, c'est pas que j'ai pas de mémoire, mais c'est que j'ai très peu d'attention. Je suis un peu hyperactif sur les bords, donc pour moi c'est très difficile de me concentrer sur quelque chose très longtemps et donc d'étudier longtemps. Du coup ensuite j'ai dû faire un bachelier. Alors le niveau entre le bachelier et l'université, il y avait rien de comparable. Très franchement, le bachelier à côté c'était extrêmement simple, il y avait beaucoup moins de matière. Je veux dire, en un an en bachelier, j'ai vu ce que j'ai vu en même pas 2 mois à l'université, donc... Ouais, tu peux te rendre compte que c'était assez compliqué. À la fin, j'en avais tellement marre que de l'unif, je voulais juste partir de là, c'était infâme. C'était infâme. Après, il y a ma sœur qui réussit bien à l'université. Je suis assez content pour elle, c'est vraiment une très bonne chose. Donc bah, voilà, je suis devenu prof de sciences par après. J'ai proposé ma candidature dans une petite école qui était pas loin de chez moi. Ils ont fini par m'engager. Ça fait 5-6 ans que maintenant j'y suis. Et donc, bah, c'est vraiment chouette. Il y a un autre modèle qui m'a pas mal servi aussi pour devenir prof, et c'est Eikichi Onizuka. Alors, c'est un manga, tout simplement. C'est GTO, c'est le Great Teacher Onizuka. C'est un ancien loupard, et ce loupard devient prof. Et j'aime bien l'approche qu'il a de devenir un professeur, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui essaie d'aider ses élèves du mieux qu'il peut. Et il a une espèce de proximité, comme ça, tu vois, c'est pas quelqu'un qui se pense au-dessus de ses élèves. Et j'essaye de traduire ça dans mon métier en essayant d'être le plus humain possible, d'expliquer à mes élèves que bah voilà, si j'agis d'une certaine façon, c'est parce que pour bien fonctionner dans mon métier, j'ai besoin qu'ils se comportent d'une certaine façon aussi. Faut qu'ils me respectent, qu'ils respectent mon travail. Et en échange, moi je leur apporte mon respect aussi. Donc je pense que si on se respecte les uns les autres, bah tout de suite ça va mieux, quoi. Après, je comprends les élèves parfois qui doivent être à l'école, qui n'ont pas forcément envie de rester pendant 8 heures sur une chaise à écouter un prof parler. Et je comprends tout à fait hein, cette vision des choses-là. Mais bon, d'un autre côté, l'école est obligatoire et... Est-ce que c'est des avantages ou un désavantage? Je sais pas trop. Je sais qu'en tout cas, l'école a éloigné les enfants des usines, des mines, etc., des travaux dangereux. Donc l'école est une bonne chose. Est-ce que l'école est parfaite? Je pense pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer pour que l'école soit optimale. Mais bon, moi, je suis qu'un prof. Donc je fais les choses à mon échelle. C'est un métier que j'aime beaucoup. Donc je pourrais en parler pendant des heures. Je vais pas te retenir sur mon travail pendant des heures non plus. Est-ce que j'étais bon à l'école? Bah écoute, en primaire, en tout cas ça se passait très bien, j'avais toujours 90%, j'étais 2e de classe. En général, la première de classe, c'était toujours Laura, qui était une jeune fille dans ma classe, je vais pas dire son nom de famille. Si un jour elle me voit, je lui dis bonjour. C'est quelqu'un avec qui on a une relation d'assez longue durée, entre guillemets, parce qu'en fait on est nés au même hôpital et nos 2 mères étaient dans la même chambre. Et ensuite on s'est perdu de vue vers la secondaire, on s'est revu une fois quand j'étais à l'UNIF, mais depuis je ne l'ai plus vue, j'espère qu'elle va bien. Mais bon, ça c'était pour la primaire. Quand je suis arrivé en secondaire, j'avais la fâcheuse tendance de ne pas étudier, parce qu'en fait j'avais une facilité à l'école, j'avais pas besoin d'étudier pour réussir, et donc j'étudiais pas. Et en première année, 2e année, tout allait bien, et puis
les années ont avancé, mes points se retrouvaient de plus en plus tout juste. Disons qu'en sciences, ça se passait toujours bien, parce que j'avais une très très bonne base de sciences. En maths, c'était très bien, mais mon gros problème, c'était français. En fait, de un, j'avais une écriture, et j'ai toujours une écriture, qui est dégueulasse. J'écris, mais... Oh, c'est horrible. Franchement, je te montre mon écriture manuscrite, c'est atroce. Hein. Regarde, là, j'ai un petit papier avec mon écriture dessus. Et moi, ça, c'est vraiment immonde. J'écris très très mal. C'est pour ça que je fais quasiment tout par PC. Et en plus, mon orthographe est atroce. Donc quand j'ai dû devenir professeur, je me rends bien compte que j'ai dû travailler sur l'orthographe. Le problème, c'est que dès que j'arrête de travailler, je perds un peu la main, donc c'est un peu le souci. En secondaire, bah voilà, mes points étaient un peu rasemotes. J'étais bon en sciences, j'étais bon en maths. En français et en néerlandais, c'était assez bas. J'étais quand même bon en anglais parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je regardais beaucoup de séries aussi en anglais. Et le fait de regarder beaucoup de séries en anglais, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre l'anglais. Donc je me débrouille bien aujourd'hui. Et je me débrouillais bien à l'époque à l'école à ce niveau-là. Ensuite est arrivé l'université. Là, l'université, bon bah, j'ai été jusqu'en 3e année et puis ensuite bah, je suis allé à la bachelier. En bachelier, ça allait bien. En bachelier, j'avais des bons points. J'ai fait une distinction quand même. C'est pas mal. J'ai été diplômé avec distinction. Ça, c'est cool. Le petit youtubeur que je regarde le plus en ce moment, bah écoute, pour le moment, c'est Likata. Si on était sur YouTube, je te dirais, le lien est ici en haut. T'imagines un coup s'il y avait des fenêtres pop-up qui apparaissaient dans la vraie vie comme ça. On pourrait cliquer dessus. Ce serait drôle. Ce serait vachement drôle. Santé. Ouais, Likata, il fait un let's play narratif sur Skyrim qui est de très bonne qualité. C'est assez drôle. Il joue parfois plusieurs personnages quand il joue lui-même. Enfin, je vais pas te spoiler, mais tu peux aller voir sa chaîne et tu vas voir, c'est vraiment sympa. Il a vraiment beaucoup de vidéos, donc il y a vraiment de quoi s'occuper. Quand je fais la vaisselle ou que je m'occupe de mon fils, parfois bah, je mets une de ses vidéos et puis ça me passe un peu le temps. Moi, je regarde aussi plein d'autres petits youtubeurs, tu sais. Hein. Il y a aussi Quentin Clément, il y a aussi Sandlin, il y a Moi Renard Gaming, il y a Humphries. Il y a vraiment beaucoup de petits youtubeurs. Si tu veux, un jour, je te ferai une liste de tout ce que je regarde. Le jeu que j'ai le plus aimé en direct est celui que j'ai le moins aimé. Celui que j'ai le plus aimé à faire en direct, mon cœur balance entre deux jeux. Il y a eu The Forest sur lequel on s'est vraiment bien amusé et c'était vraiment délire et s'est passé des dingueries du style quand j'ai fait tomber l'arbre sur la maison et que tout le monde était dégoûté. C'était hilarant et puis le jeu était assez une bonne découverte. Quand j'ai essayé de jouer tout seul, c'était atroce, les bruits dans les cavernes, c'était horrible. Il y a Sea of Thieves que j'aime beaucoup aussi en direct. Il y a vraiment une histoire qu'on peut vivre ensemble, je peux narrer l'histoire au fur et à mesure, je la découvre moi-même, c'est gai et puis bon, bah, on partage aussi des moments avec les bros et c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment très cool. Le jeu que j'ai le moins aimé faire en direct, bah écoute, je pense que c'est Green Hell. Sur Green Hell, la première partie avec du narratif, c'était vraiment sympa. En fait, tant qu'il y a une histoire, c'est cool. Et puis, Green Hell, c'est devenu du farm. Et alors là, faire du farm en direct, c'est pas ça sur Minecraft, ça me dérange pas, parce que Minecraft, quand je farm, ça me détend, je casse des cubes, et c'est cool. Mais alors là, farmer sur Green Hell, il fallait farmer, je sais plus, 500 points de répute, tu gagnais 10 points de répute par 10 points de répute pendant 5 heures, c'était atroce, c'était extrêmement long. Ben, au final, le jeu, je l'ai rage quitte. Donc, Green Hell, vraiment, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé faire en live. Est-ce que j'aimerais vivre de YouTube? Écoute, c'est... Même dans mes rêves les plus fous, je pourrais même pas m'imaginer vivre de YouTube. T'imagines la somme qu'il faudrait... Enfin, allez, on va parler sous, parce que je suis pas gêné de parler d'argent. Mon travail de professeur me donne déjà 1900 € par mois. Donc je gagne 1900 € par mois. Ça me permet de payer mes factures, de vivre confortablement et de pas manquer de nourriture, d'avoir un toit sur ma tête. Si YouTube devait me donner l'équivalent pour vivre, il faudrait énormément de vues. Pour le moment, je fais genre 14 000 vues par mois. Et il faut à peu près 1000 vues pour faire 1 €. Donc je gagne 14 € par mois avec YouTube. Plus les donations, merci Ida, et aussi merci à Renard, et merci aussi à Unistory, et à tous les autres donateurs bien sûr. Mais je gagne un peu plus bien sûr, mais imagine si je devais gagner assez d'argent pour vivre sur YouTube. Il faudrait payer les taxes aussi, n'oublie pas. Donc allez, je suis en Belgique. Enlève à peu près la moitié. Donc pour gagner la même chose que je gagne maintenant, il faudrait que je gagne 4000 € sur YouTube. Juste en vues, 4000 fois 1000, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 4 millions de vues par mois,
Sans compter les donations. Allez, imaginons qu'avec les donations, je m'en sorte bien mieux. Imaginons même 3 millions de vues par mois, ce serait énorme. Donc, est-ce que j'aimerais vivre de YouTube? J'adorerais vivre de YouTube. Est-ce que c'est réaliste qu'un jour je vive de YouTube? Je pense pas. Je pense que si j'atteins à un moment même 10 000, 100 000 abonnés, 100 000 c'est même dans mes rêves. Si j'atteins 10 000 abonnés et que j'ai des viewers de façon constante, ce serait déjà super pour moi. Je m'imagine pas vivre de YouTube. Quoi? La couleur d'un triangle? Camoulox. Je sais pas si t'as la référence, c'est un petit peu vieux quand même comme référence, mais ça me fait toujours rire. Quel est mon abonné préféré? Bah écoute, mon abonné préféré, je vais te répondre la même chose que je réponds à mes élèves quand ils me demandent quel est mon élève préféré. Il faut jamais faire de préférence, c'est comme avec ses enfants. Si tu dis que tu préfères l'un ou l'autre, ça va créer des frustrations, ça va créer des tensions, et donc il faut tous les aimer de façon égale, c'est tout. Même si tu fais vraiment des préférences dans ton subconscient, eh bien il faut que dans tes gestes et dans tes actes, il faut jamais faire de préférence, tout simplement. Sinon, tu vas créer des petites blessures dans leur kokoro. Dans un an? Eh bien écoute, en un an on a pris 1500 abonnés. J'espère qu'on va reprendre 1500 abonnés cette année, ça nous ferait 3000 abonnés, ce serait pas mal, hein? Après, ce qui m'intéresse le plus, je t'avoue, c'est les vues. Donc, si je faisais 10 vues par vidéo au départ, maintenant j'en fais 100, 200 par vidéo, ce qui est chouette. Après, bon, faut dire ce qu'il y a, hein, la plupart des gens partent après les 30 premières secondes de vidéo, ils regardent pas vraiment les vidéos jusqu'au bout. On va dire que j'ai peut-être 50 vues, mais ouais, ce que j'aimerais, c'est que les vidéos aient beaucoup de vues et que les gens restent jusqu'au bout. Donc, j'essaie de rendre les vidéos le plus intéressantes possible pour ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'aimerais que la chaîne évolue. Plus de gens actifs, plus de commentaires, plus de likes, plus de vues significatives avec des gens qui restent jusqu'au bout. Ça, ce serait l'idéal pour l'évolution de la chaîne. Si je devais choisir entre un type de gaufre, je prendrais les gaufres de Liège. Elles sont plus grosses, plus épaisses, il y a des gros morceaux de sucre dedans. Donc moi, ouais, tous les jours, gaufres de Liège. Hein. Désolé pour les amateurs de gaufres de Bruxelles.